à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le sport à la loupe. Alors aujourd'hui, vous reconnaissez, je suis bien évidemment avec Jérôme, mais également avec un invité qui s'appelle Sébastien Louvel et il a la particularité de pratiquer une discipline en France qui est très peu connue et peut-être très peu pratiquée, en tout cas par un bon nombre de Français. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de l'avoir. Et il fait partie des strongman, comme on peut l'appeler. Mais plus précisément, il pratique le stone lifting. C'est ça, oui. Donc bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, comment est-ce qu'on dit en français stone lifting ? C'est quoi le terme exact ? C'est une bonne question. Levage de pierre ou soulevage de pierre ? Oui, je pense qu'on pourrait dire ça, le mot anglais soulevage de pierre. La communauté est surtout internationale. En France, on est assez peu, donc on dit stone lifting. Oui, je pense qu'on peut dire qu'on est des souleveurs de pierre. D'accord. Okay. Après, c'est comme beaucoup de sports, on les laisse en anglais. Oui. Par exemple, le football, etc. On ne dit pas on va faire du pied-ballon. Donc, c'est vrai. Mais c'est du stone, donc, du stone lifting. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer exactement ce qu'est donc, le stone lifting, quand même, si on va le traduire un petit peu, c'est effectivement, en tout cas, stone, c'est de la pierre. Donc là, on n'est pas sur du poids, ou on n'est pas sur comme on peut le voir en salle, c'est vraiment sur un élément naturel quand même. C'est ça, oui. Donc, oui, pour moi, ce que je pratique, oui. Donc ça va être porter des pierres naturelles. Donc, on va avoir plusieurs types d'épreuves, entre guillemets. Donc, soit juste soulever une pierre. En anglais, ils disent air throw, donc faire passer de l'air en dessous, en fait. Juste réussir à la décoller, donc sur des pierres très lourdes. On peut venir sur des pierres un peu plus légères, les poser sur les genoux. Le niveau du dessus, donc ça va être emmené à la poitrine, encore au-dessus à l'épaule. Et pour des pierres ou pour des gens très forts, donc pour des pierres relativement légères ou des gens très forts, ça va être pressé au-dessus de la tête. Wow. Donc ça va être entre guillemets une des pratiques les plus courantes. Mais on a aussi, on va avoir des portées sur de la distance. Donc prendre une pierre à la poitrine et marcher avec le plus longtemps possible ou sur une certaine distance le plus vite possible. Donc par exemple on peut citer la pierre du Safel en Islande qui est très connue pour ça, où on fait le tour d'un genre d'enclos en pierre avec une grosse pierre qui pèse je sais plus. Plus de 150 kilos, 180 plus de 150 je crois. kilos. Est-ce que justement là quand on dit on fait du soulevé, effectivement, donc faut soit la faire décoller, la monter, etc. Mais quelle est en général la grandeur au niveau du poids justement parce qu'on parle pas de petits cailloux quand même, on parle quand même de belles roches quoi. Je vais avoir du mal à te répondre. Ça dépend des pierres. Alors, je suis pas géologue, mais les pierres ont pas toutes la même densité, donc des fois tu vas avoir des pierres qui vont être plus volumineuses, mais qui vont être relativement légères. Relativement, je crois. Oui, j'imagine. Tu vas avoir des pierres qui vont être compactes et qui vont être très lourdes. Donc ça, c'est une chose. Donc tu as vraiment la densité de la pierre, mais tu as aussi autre chose qui va ressembler en fait à de l'escalade. C'est qu'une pierre lisse, même si elle n'est pas très lourde, elle va glisser. Donc c'est un problème de préhension du coup. C'est ça, voilà. Donc il y a toute une partie aussi de ce qu'on appelle la lecture de la pierre, de trouver où tu vas mettre tes mains pour pouvoir soulever ta pierre. Donc il y a vraiment l'aspect force et il y a également l'aspect donc grip aussi. Ouais. Du coup c'est de la force de préhension. ça reste de la force à travailler. Ouais. Mais ça reste pas les mêmes prises. Du coup, quand on est sur une roche plutôt rugueuse, plutôt que quand elle est lisse, ou peut-être la forme aussi de la roche comme elle est. Donc il y a, je pense, plusieurs déjà, muscles ou membres qui sont sollicités pour ce... Alors, on tient à préciser, nous on pense souvent que c'est les bras, du coup apparemment, nous on aurait dit les bras, mais c'est pas du tout les bras qui sont le plus... c'est les jambes. C'est... Comme dans beaucoup de sports, en fait, beaucoup de sports de force, on a tendance à penser que tout est dans les bras. En fait, c'est comme pour faire un deadlift, comme pour beaucoup de choses. En fait, les bras, ils sont là, ils participent au mouvement. Mais ce qui va décoller une barre ou une pierre, dans mon cas, du sol, c'est les jambes. Donc on accroche la pierre et on pousse dans le sol avec les jambes.
Et donc si on n'a pas de jambes, on soulèvera rien, quoi. Donc un bon squat. Un bon squat, un bon soulevé de terre, ouais. Juste une petite parenthèse historique, je pense que l'homme a toujours voulu soulever des pierres en fait, c'était un truc qui a démarré il y a très longtemps. Alors apparemment notamment en Islande, c'était un peu un rite de passage pour savoir si les hommes étaient aptes à aller sur les bateaux de pêche, entre autres. C'est ça, ouais. Donc on a encore en Islande, il y a sur une plage une série de pierres. Alors je me risquerai pas sur les noms des pierres, parce que je parle pas du tout islandais, mais il y a toute une série de pierres en fait de plusieurs tailles. Et le but du jeu, c'était de les poser, le jeu pour nous maintenant, mais plus un entretien que... à l'époque, c'était probablement pas un jeu, puisque ça conditionnait le fait de pouvoir partir sur un bateau ou pas. Donc voilà, ouais, plus un entretien d'embauche qu'un jeu. Mais donc l'idée, c'était de prendre une pierre et de la poser sur un support, enfin une autre pierre en fait, un peu plus haute. Si on n'arrivait pas à porter une certaine pierre, on pouvait pas avoir un poste sur un bateau, et si on arrivait à faire la plus lourde, on était mieux payé ou on avait un meilleur poste, quoi. Et est-ce que par exemple, toi, tu as déjà été justement en Islande et tu as vu Islande, non, pas encore. C'est un truc que j'aimerais bien faire, mais pour l'instant pas encore. Parce que si elles y sont encore, effectivement, c'est qu'il y a, du coup, je pense peut-être des choses qui sont faites là-bas. Mais malgré tout, tu as fait, on en parlera tout à l'heure, mais tu as été à d'autres endroits où justement il y a tout ça. Et effectivement, il me semble qu'il n'y a pas que l'Islande. Ah, et dans les pays gaéliques, c'est un petit peu un rite là, de passage de l'adolescence en fait à l'homme, on va dire. C'est un peu là qu'on. On a l'impression d'être vraiment dans un temps. On n'est pas en 2023. Hein. C'est un peu, ouais, pas trop, mais bon, voilà, apparemment c'est ça. Et donc le storelifting, c'est donc présent dans pas mal de pays, notamment au Japon, au Pays Basque, apparemment en France, très présent. Oui, alors c'est un peu sous une autre forme. Donc, oui. Eux, ils ont des pierres pas forcément naturelles. Ils ont des pierres taillées et ils ont plusieurs formes de pierres. Donc, ils ont des cubes, ils ont des sphères, un peu comme les Atlas Stone qu'on a au Strongman. Ils ont des cylindres et ils ont des pierres un peu rectangles. Et donc, c'est une technique un peu particulière et ils épaulent. Mais donc, ça fait partie du stone lifting du coup. Enfin, de la pratique. C'est une forme de stone lifting. Après, on n'a pas, c'est pas un truc très structuré. N'importe qui peut dire je fais du stone lifting à partir du moment où tu vas quelque part et que tu soulèves un rocher, quoi. Donc là, bon, les pierres sont taillées. Donc pour moi, ça en est. Si tu leur demandes, peut-être qu'ils auront un autre avis. Mais ça veut dire que peut-être que justement en taillant directement ces pierres, ça veut dire qu'ils réglementent entre guillemets, parce que je suppose que si elles sont taillées d'une certaine manière, c'est qu'il y a un poids, donc du coup peut-être sur celle-ci, et peut-être ce qui permet de catégoriser un petit peu. T'as déjà été du coup peut-être faire une compétition alors pas encore. Là-bas. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi. C'est plus calibré, oui, en effet. Donc ils ont des formes particulières. Je pourrais pas t'en parler énormément parce que je connais mal le sujet, mais ouais, c'est quelque chose qui me plairait bien, ouais. Okay. Et du coup, est-ce que c'est un petit peu l'Écosse qui est le berceau du stone lifting actuellement, on peut le dire, ou les pays gaéliques ou... Bah du coup, pour ce que moi je vais faire, donc en pierre naturelle, ouais, ça va être beaucoup l'Écosse, ouais. Et apparemment, il y a donc des types de pierres assez emblématiques, notamment les Dinnie Stones, que tu as soulevés récemment, je crois. En juin. Et donc tu es maintenant dans une liste qui est sur internet, donc des personnes qui ont soulevé ces Dinnie Stones. C'est ça, ouais. Donc je suis, si je me souviens bien, le 236e. Exactement. De l'histoire. T'as le chiffre. Okay. Oui. À avoir soulevé dans le monde. Dans le monde, ouais. Oui. Ah ouais. Et est-ce qu'on peut expliquer peut-être à nos auditeurs ce qu'est les Dinnie Stones. Voilà. Alors en fait, c'est des pierres. Donc Dinnie, ça vient du nom Donald Dinnie, de la première personne qui les a soulevées. C'est en fait deux pierres qui servaient de contrepoids pour la construction d'un pont. Donc c'est un pont en Écosse, dans un petit village. Et donc on a deux grosses pierres qui servaient de contrepoids, donc ont un anneau pour attacher une corde. Je peux pas exactement vous expliquer le contrepoids du pont et la fabrication des ponts, mais bref, ça servait à ça. Donc il y en a une qui fait 188 kg, la deuxième a fait 144. Et le but du jeu, donc, c'est de soulever les deux en même temps. Voilà, c'est la particularité quand même, c'est pas on n'en soulève qu'une, c'est un déséquilibre total, côté droit et gauche. C'est pas très équilibré. Bah voilà, 188 et 144, alors déjà c'est énorme, hein, 188 kg, 144 kg, donc on est quand même, on avoisine les plus de 350 kg quand même. 322. 322, pardon.
Là, on n'était pas bon dans les calculs. Mais c'est surtout comment on gère ce déséquilibre, comment on serre fort les abdos. Donc c'est principalement du gainage. Pour la partie déséquilibre, oui. Après, on va avoir la force de préhension pour pas lâcher, hein, parce que 188 kilos dans une main, faut les tenir. Oui. Pour le coup, il y a une main que c'est plus facile que l'autre parce qu'il y en a une main où c'est 144. Puis après, c'est les jambes, hein, soulever de terre, les jambes et le dos. Ouais. Et là, l'épreuve, c'est juste soulever ou il faut marcher avec pour les Dini Stones. On peut faire les deux. Ouais. Il y a un classement des gens qui ont soulevé, un classement des gens qui ont marché. La légende veut que Donald Dini, donc la personne dont les pierres portent le nom, ait traversé le pont. Alors, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est 6 mètres, environ 6 mètres. Donc il aurait traversé le pont avec les pierres, donc une pierre de chaque côté et on marche. Alors c'est marrant parce que 6 mètres, on pourrait dire c'est pas grand chose. Au final, ça resterait. Avec 322 kilos dans la main. Ça resterait quand même à peu près 8 poids pour nous, mais quand on a ces poids-là, c'est quand même énorme comme distance. Ouais, alors le record a été battu cet été par un strongman anglais, donc Big Lows, qui a fait un peu plus que la distance. Je me rappelle plus sa distance totale, mais il a réussi à battre le record. Et moi, quand j'ai essayé, du coup, j'ai fait 2 fois le porter. Donc une première fois un peu traditionnelle. Donc il y a une technique, ça ressemble un peu à une fente en fait. On enjambe les pierres. Et ce qui permet aussi de compenser un peu le déséquilibre. Donc on n'a pas une pierre de chaque côté qui vient nous tirer, avec la grosse qui vient nous tirer sur un côté. Donc on fait un peu une fente par-dessus et on soulève. Donc ça c'est la technique entre guillemets traditionnelle, j'allais dire facile. Oui, pour les strongman. Pas pour nous. Non, c'est pas facile, mais c'est la plus facile des deux techniques. Et l'autre technique, c'est une pierre de chaque côté. Et donc là, on subit vraiment encore plus le déséquilibre. Et en plus, ça nous frotte sur le côté des mollets. Ah oui, j'imagine, oui. Et donc, vu que ça s'était bien passé, je me suis dit, j'aimerais bien essayer. Tant qu'à être là, on vient pas tous les jours dans ce coin-là, donc autant essayer. Et verdict. Et j'ai réussi à les soulever, une de chaque côté. Et vu que je me sentais bien, je me suis dit, je vais essayer de marcher. Alors j'ai fait des petits pas, j'ai fait 5 petits pas. Donc les 6 mètres, ça paraît très loin, mais c'est quelque chose que j'aimerais améliorer, ouais. Et du coup, est-ce qu'on rentre un petit peu dans un cercle très fermé quand on accomplit cette performance, ou dans le monde du storytelling ou... Du coup, ouais. Quand on a soulevé les Dini Stones, on aime bien le dire, ouais. Tu vois, là, je suis 236e depuis qu'ils ont le registre. Et ils l'ont depuis quand le registre ? Est-ce que on le sait à peu près ? Est-ce qu'on est sur une décennie ? Est-ce qu'on est sur une vingtaine d'années ? Je sais plus exactement. Faudra aller voir sur le site. On l'indiquera dans le podcast. Ouais, on vous le mettra pour voir, parce que effectivement, si c'est par exemple sur plus de 20 ans, 236, c'est quand même pas beaucoup de. C'est bien plus que ça. Non, c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est encore. Donc effectivement, c'est une belle perte. Parce que du coup, en fait, pour faire une tentative sur les Dini Stones, il faut contacter les propriétaires du terrain sur lequel sont les pierres. Les pierres, elles sont enchaînées pour pas que n'importe qui. C'est des reliques. Wow. C'est un peu donc il faut contacter. C'est impressionnant en fait. Et en fait, il faut prouver que on a la capacité d'y arriver potentiellement. Donc en fait, il faut des références quoi. Ouais, en fait, ils vont pas se déplacer pour regarder quelqu'un, juste regarder la pierre quoi. Et comment justement, alors qu'est-ce qu'il faut apporter comme preuve peut-être, ou comme élément pour pouvoir se dire qu'on est apte à le faire, ou en tout cas qu'ils eux disent que ok, vous pouvez essayer d'aller les porter. Eh ben, on peut, ils demandent des vidéos, tout simplement. Donc, soit de soulever de terre, alors en sachant qu'avoir un soulevé de terre à 322 kg, ça ne garantit pas de réussir ces pierres-là. Moi, je ne l'ai pas, mais j'ai réussi. Donc, moi, je me suis entraîné, en fait, avec des anneaux, des répliques, en fait, des Dini Stones. Donc, j'ai des anneaux avec une tige métallique que je peux charger avec des poids d'haltéro classiques.
Ok. Et donc, je me suis entraîné avec ça et j'ai fait une vidéo qui montre que j'ai réussi avec le poids officiel des pierres. En déséquilibre, tu l'as fait ou pas? Ah ben j'ai fait comme si c'était les vraies pierres. Ah ouais. Le même poids, la même technique. Et j'ai envoyé la vidéo, ils m'ont dit c'est bon, tu peux venir. Et combien de temps après, par exemple, ils te valident cette... parce qu'après, bien évidemment, donc, en fait, c'est en Angleterre, donc il faut après aller en Écosse, il faut aller se déplacer, etc. Et après, je suppose, dans un événement particulier, enfin quelque chose qui est... non, c'est individuel. En fait, ils proposent des dates. Et toi, tu dis, bah, moi, cette date-là, j'aimerais bien, voilà mes vidéos. Et ils te disent, bah oui, viens. Ou, bah, du coup, je sais pas ce qu'ils disent, si c'est pas possible. Et j'imagine que si plusieurs personnes disent, on aimerait bien venir telle date, j'imagine qu'ils peuvent ouvrir un créneau. Là, il y a comme un concours après. Essayé. Parce que c'est pas vraiment un concours. Moi, quand je l'ai fait, on était 4 ou 5 à avoir fait une tentative. On a tous réussi. C'est plus, c'est pas très compétitif en fait. On est content pour les autres, même si on les connaît pas. C'est la communauté. On est content de voir qu'il y ait d'autres gens qui ont envie de faire la même chose que nous et qui y arrivent. Le premier qui est passé a raté. Après, j'ai essayé, j'ai réussi. On a conseillé un peu l'autre gars, il s'est reposé et tout, et il a réussi sur sa deuxième tentative. Et vraiment, c'était vraiment pas compétitif. On était vraiment dans la communauté. On était content d'être là ensemble sans se connaître. Mais ça rajoute une personne sur la liste quand même, de ceux qui l'ont soulevé. Oui, mais bon, on s'en fout. De toute façon, on sera pas premier, parce que c'était le premier, c'est Donaldini, donc numéro 1. Et ça pourra pas changer, mais. Donc c'est pas grave. Plus il y en a, plus ça fait aussi connaître C'est vrai. La discipline, et plus c'est sympa, quoi. C'est vrai. Mais est-ce que par exemple il y a du... Est-ce que justement quand ils proposent ces dates-là, donc hop, vous y alliez, enfin tout le monde, enfin ceux qui veulent y aller, y vont. Est-ce qu'il y a du public par exemple en général qui est là pour regarder? Alors on parle pas effectivement de remplir un stade ou autre, mais quand même comme c'est assez particulier, c'est quand même effectivement ces pierres elles sont particulières, elles sont à un seul endroit, etc. Est-ce que quand même il y a des gens qui sont là pour vous regarder? Moi, un petit vieux. Bah, en fait, il y a nos accompagnants et les pierres, elles sont sur la terrasse d'un café. Et il y a un gîte à côté. Et donc, il y a les personnes du gîte qui nous ont vus, mais je pense pas qu'ils étaient là spécifiquement pour ça. Après, il y a un événement tous les ans au mois d'août où il y a plein de gens qui font des tentatives et il y a une petite compète aussi à côté. Et où là, il y a du monde. Et je suppose qu'il y a également peut-être des compétitions de storytelling, peut-être les jeux gaéliques où il y a peut-être plus de monde qui vient vers les épreuves. Ouais, t'as aussi sur les Highland Games, des trucs comme ça, des fois ils apportent les pierres aussi. D'accord. Et il y a des tentatives, et du coup là il y a du monde, ouais. Les Highland Games, j'adore. j'adore le nom, ça fait quand même très... c'est très... je sais pas, on dirait un peu un autre monde... Alors justement, pour une épreuve qui dure quelques secondes, c'est quoi un petit peu la préparation ? Combien de mois de préparation? Qu'est-ce qu'on fait comme séance? Parce que vous imaginez qu'on soulève pas ça comme ça quand même. Je vais avoir du mal à te répondre. Moi, ça fait depuis 2015, donc ça fait 8 ans que j'ai commencé. Alors j'ai commencé par le CrossFit, c'est là où j'ai découvert les deadlifts, les squats, le cardio aussi un peu, mais ça j'ai un peu abandonné. Mais du coup, ça fait 8 ans que je m'entraîne et au fur et à mesure, je me suis spécialisé, si on veut, dans de la force, puis strongman, puis là maintenant, porter des pierres. Donc, j'avais une base de force d'avant du CrossFit et de la force, mais ouais, je vais avoir du mal. Ça fait plusieurs années que j'avais mes anneaux pour m'entraîner avec. Ouais, je sais pas te répondre précisément. Chacun, entre guillemets, fait un peu son propre entraînement. Chacun fait son propre entraînement, c'est un entraînement de force. Au final, c'est un gros soulevé de terre, avec une particularité, c'est que tu as un déséquilibre et que c'est des anneaux dans tes mains et pas une barre, quoi. Et est-ce que c'est davantage justement des entraînements plus individuels, par exemple? Alors, toi, en off, par exemple, tu as chez toi, en tout cas, de quoi te préparer physiquement, en tout cas pour ces épreuves. Et c'est pas justement comme ces autres disciplines
l'haltéro, le crossfit, qui se font principalement en salle. Donc en général, ils sont accompagnés aussi d'autres personnes. Enfin, il y a tout un mouvement, c'est relativement convivial. Mais est-ce que justement, on serait plus sur un entraînement plus individuel parce que justement, on ne travaille pas les mêmes choses? On va avoir une base qui va être commune avec le strongman, déjà, puisque pour moi, c'est une discipline qui s'apparente beaucoup au strongman. On va peut-être expliquer ce qu'est le strongman, du coup, pour que les gens ils puissent... parce que du coup, effectivement, c'est pas du tout du crossfit, c'est pas ça, ils vont un peu plus loin que... Alors le strongman, on pourrait dire que c'est du crossfit, mais lourd. Très lourd. si on veut être un peu taquin, on va dire. Strongman, c'est une discipline qui part d'un show américain à la base. Le but, c'est de faire des trucs lourds. Voilà, donc c'est des épreuves relativement courtes. En général, c'est 1 minute 30, où on va faire soit une charge très lourde sur un mouvement. Donc, par exemple, ça peut être un deadlift. Je parle beaucoup de deadlift, j'aime bien ça. Alors, peut-être préciser ce qu'est un deadlift, en français, on dit un soulevé de terre. Donc, c'est avec une barre, en général, avec une barre qui part du sol et on la monte aux hanches. Donc, c'est vraiment simple. Pas forcément facile, mais simple. Oui. Et souvent, on voit un petit peu à la télévision des épreuves de strongman. Avec notamment des gens qui tirent des camions. Souvent, c'est un peu ça. Voilà, donc, en fait, ça part d'un show, donc l'idée c'est de faire des trucs impressionnants. Il y a des trucs peut-être qu'on pourrait faire de manière plus traditionnelle, mais qui sont moins impressionnants. Donc en strongman, on aime bien quand c'est un peu marrant. On aime bien retourner des pneus immenses. Ça s'est fait au World's Strongest Man de retourner des voitures. Retourner des voitures? Oui. Ah bon. Comme un retourné de pneus. Si vous cherchez des images sur Internet, sur YouTube, il y en a plein de comment on retourne un pneu. World's Strongest Man, ils ont fait la même chose avec des voitures. Voilà. Je laisserai pas ma voiture garée près de chez toi. Et donc du coup, en France, cette communauté, est-ce qu'elle est développée de strongman ou... On commence à être un certain nombre, ouais. C'est un peu compliqué des fois de trouver de l'équipement, mais il y en a de plus en plus, notamment grâce au CrossFit. Qui prend le but du CrossFit, c'est d'utiliser le plus de disciplines possible pour avoir l'entraînement le plus complet possible, et du coup ils empruntent des mouvements au strongman. Donc grâce à ça, du coup les salles s'équipent un petit peu et on arrive à pouvoir s'entraîner des fois sur certaines épreuves de strongman dans les salles de CrossFit. Ah, donc c'est eux qui ont copié les strongman. Ouais, en fait, ils ont copié, oui et non, ils ont utilisé. Ils utilisent l'haltérophilie, ils utilisent le powerlifting, ils utilisent le strongman. Copier, ça. Non, parce que c'est vrai que le CrossFit est arrivé un petit peu. Ça fait péjoratif, mais. Non, ils sont arrivés un petit peu après. Et c'est vrai qu'il y a eu une émergence justement il y a maintenant plusieurs années. On est quand même sur plus d'une dizaine d'années pour le CrossFit, en tout cas, pour avoir ce gros mouvement qui existe aujourd'hui, en tout cas en France, parce qu'avant on n'en avait pas parlé. Et toi, brièvement, donc, quel sport as-tu pratiqué jeune et qu'est-ce qui t'a amené vers le strongman et le stonelifting en quelques mots? Alors, je pense pas que ça ait beaucoup de rapport avec ce que j'ai pratiqué jeune. J'ai fait du judo. J'ai fait du judo jusqu'au collège. Après du hand en UNSS au collège. Et après, j'ai arrêté. J'ai fait le sport qu'il y avait au lycée. On a fait un peu de rugby, des trucs comme ça. Mais vraiment au lycée, quoi, dans les heures de cours. Mais pas d'extrascolaire. Enfin, plus d'extrascolaire. Extrascolaire, non. J'ai arrêté après le collège. Et après ça, j'ai fait école d'ingé et j'ai complètement arrêté le sport. Et j'ai repris, donc j'étais en surpoids, j'ai repris le sport par le CrossFit en 2015, du coup. Et donc, quel élément t'a amené vers donc, ce sport particulier, qui est le stonelifting? Comme je disais, j'ai découvert les deadlifts. J'ai découvert la force, en fait, grâce au CrossFit. Je me suis rendu compte que quand il y avait des WOD, donc des entraînements où il y avait beaucoup de cardio, ça me plaisait pas trop. Et que quand il y avait des entraînements où c'était plus axé sur la force, ça me plaisait plus. Et à l'époque, on avait du mal à trouver des endroits où il y avait du matos de strongman. Et donc j'ai commencé à faire du powerlifting. Donc powerlifting, c'est des squats, du développé couché et du soulevé de terre. Donc on compète ces trois mouvements-là. En me disant, j'aimerais bien faire du strongman parce que ça a l'air marrant. Les côtés, on tire des camions, tout ça, c'est quand même ludique, quoi. Enfin, c'est un truc qu'on a envie d'essayer quand on a envie de faire de la force.
Et du coup, je trouvais pas nulle part d'endroit où pratiquer ces trucs-là. Et donc je me suis dit, je vais faire du powerlifting. Puis un jour, je viens de Normandie. On se baladait sur les plages près d'Étretat. Il y avait une pierre. Je me suis dit, ça ferait un peu strongman. Puis je commençais comme ça, en fait, sans trop savoir qu'il y avait une communauté. Et c'est venu après, en fait, en cherchant un peu sur Instagram. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas tout à fait tout seul. On est quelques-uns à faire ça, quoi. C'est marrant de se dire ça. Moi, quand je vais à la plage, j'ai pas trop envie de lever un rocher, mais... t'essaieras. Alors, je suis pas sûre d'y arriver, moi, parce que quand... tu sais, on voit pas la carrure, là, entre guillemets, mais parce qu'il est assis, mais bon... j'ai raison d'être toute petite au milieu. Tu sais, des pierres, il y en a de toutes les tailles. Bah, moi, je veux bien soulever des cailloux, il n'y a pas de problème. Et du coup, en France, est-ce qu'il y a beaucoup de stone lifters, si on peut dire, ou à part toi? Étant donné que chacun peut le faire dans son coin sans forcément en parler, peut-être. Oui. Des gens qui ont fait des compétitions de stone naturel, comme j'ai fait en Écosse, on est 2. Parce que je suis parti avec un de mes amis l'an dernier, enfin là en juin. Après, du coup, il y a le Pays Basque. Au Pays Basque, il y a un certain nombre. Donc, après, est-ce qu'on veut les mettre dans le même panier que moi? Je sais pas. C'est qu'après, est-ce que les gars, vous voulez vous mettre dans mon panier? Il y a peut-être un petit challenge qui est lancé pour les Basques, effectivement. Mais c'est vrai que si tu les vois pas sur les compétitions, par exemple en Écosse. Non, mais après, je pense qu'ils pourraient être très bons parce que du coup, ils ont des bonnes techniques. J'imagine. C'est un peu différent, mais ouais. Mais moi, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi de voir ça, parce que je pense que de voir d'autres techniques, ça peut aider à améliorer peut-être la tienne ou en fait, les pierres, elles ont toutes des formes différentes, donc d'aller s'entraîner, de connaître des techniques pour soulever un cube, par exemple, ça peut aider si tu retombes sur une pierre plus tard qui ressemble un peu à un cube. Alors en naturel, ça va jamais être parfaitement cubique, mais des fois, tu as des pierres qui ressemblent un peu à un cylindre, un truc comme ça, tu te dis, ah ouais, si je connaissais la technique qu'ils ont eux, peut-être que ça m'aiderait. Ils auraient peut-être... Il y a quelque chose en tout cas à faire. Et il y a aussi une particularité enfin, alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de... C'est une discipline, certes, alors relativement peu représentée, malheureusement, mais parce qu'il n'existe pas de structure officielle. Il n'y a pas de fédération, en tout cas, derrière le strongman, par exemple. On est sur des associations, effectivement, mais il n'y a pas de structure, donc il n'y a pas de compétition officielle ou de championnat de France pour ce genre de... pour cette discipline, mais ça reste quand même une discipline. Donc c'est un peu plus compliqué aussi, même au niveau justement des événements internationaux, nationaux. Alors, donc, déjà au niveau strongman, donc comme tu dis, il n'y a pas de structure. En France, on a des associations qui chacune organise leur championnat. Au niveau international, c'est géré par des entreprises en fait qui font des spectacles. Un peu comme le catch à l'époque. Ouais. Privé, quoi. Le strongman, c'est l'origine par exemple de World Strongest Man, la plus connue, c'est l'Amérique. Donc c'est un show américain, c'est vraiment un promoteur qui organise un spectacle et qui ça s'est un peu étendu, quoi. Je crois que c'est par là d'ailleurs qu'on le voit, entre guillemets, quand on se dit du stone lifting ou du strongman, etc. C'est la première image, c'est ces Américains justement qui sont clairement. Mais après, au niveau stone lifting, il y a encore moins de. On n'a pas d'association. Alors, encore une fois, les Basques, je pense qu'ils sont plus structurés, ils ont des clubs. Moi, dans ce que je fais, je te dis, on est potentiellement 2, peut-être plus, mais sans se connaître, quoi. Et à l'international, en fait, il y a des gens qui ont envie de porter des pierres et qui organisent des compétitions ou des rencontres. Je pense à l'Irlande, il y a un gars qui est très actif dans la communauté, qui lui, sa passion, c'est de retrouver des pierres historiques qui ont été perdues. Et donc il fait le tour de l'Irlande, il cherche l'histoire et il retrouve des pierres et des fois il fait des rencontres en fait où les gens ils viennent essayer. Il dit j'ai trouvé celle-là, venez. Alors justement, vu qu'il y a peu de pratiquants en France, donc quand tu te déplaces comme par exemple au Highland Games l'été dernier, c'est l'occasion pour toi d'échanger avec d'autres stone lifters du coup et d'apprendre des choses. Ouais, alors moi ce que j'ai fait, c'est pas les Highland Games du coup, c'est une compétition vraiment de stone lifting. D'accord. C'est celle en kilt?
Ouais, c'est ça. C'est tu en parlais de faire du kilt. Non, c'est vrai, c'est traditionnel en tout cas. Ouais. Pour te répondre donc, sur les Highland Games, c'est très spécifique de l'Écosse. Donc, tu sais, tu as l'image qu'on a des mecs qui jettent des troncs d'arbres, tout ça. Nous, on n'avait pas ça. Nous, on avait vraiment que des pierres naturelles. Il y a des fois certaines épreuves où ils portent des pierres, parce qu'ils ont une grosse tradition là-dessus. Mais ouais, Highland Games, c'est vraiment un truc différent. Même si on a des épreuves des fois de stonelifting dessus. Et là, moi, ce que j'ai fait en Écosse, c'est une compétition organisée par un strongman écossais qui aime les pierres et qui voulait, une compète en fait de trucs qu'il aime, donc de soulevage de pierres. Et donc il a organisé ça. Donc là, cette année, c'était la deuxième année. Donc deuxième année que j'y vais. Donc c'est quelque chose qui va peut-être essayer de pérenniser sur les années. Il a déjà prévu les dates pour l'an prochain, donc ce sera au mois d'août. J'espère pouvoir y aller. Pas encore sûr à 100%, mais je vais faire en sorte d'y aller. Ouais. Parce qu'en fait, donc, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que ça reste quand même... pour toi, du coup, parce que comme ce n'est pas une discipline... je dirais officielle dans le sens où structurée en tout cas de manière nationale ou internationale, ça reste une passion quand même. Donc c'est aussi, il y a pas les sponsors sont pas forcément là dans cette discipline. Donc principalement tout est à tes frais aussi. Donc c'est une manière effectivement. Tu investis dans ta passion et dans quelque chose qui te fait plaisir. Mais c'est vrai que comme il n'y a pas, il y a ni prix à la fin, ni forcément rémunération derrière, comme peut l'être beaucoup de disciplines. Ouais, c'est ça. Donc, on n'a pas de fédé, tout ça, et donc oui, peu de sponsors, ou en tout cas, pour être sponsorisé, il faut vraiment être un strongman très connu. Alors dans le stonelifting, on est encore moins connu, donc je pense pas qu'on ait de gens sponsorisés. Ou en tout cas pas en faisant que ça. Et sur les compétitions, on gagne un beau trophée. J'ai eu un beau trophée en Écosse. Des fois une bouteille de whisky, des trucs. Ouais, typiquement de chez eux. Du bon whisky, du bon. Ouais, oui. Par contre, oui. Voilà, c'est comme tu dis, c'est de la passion. Moi, en plus, j'ai découvert l'Écosse grâce à ça. C'est magnifique l'Écosse. La première fois que j'y étais, c'était l'an dernier pour la compétition. Ça m'a permis de faire une bonne semaine de vacances en Écosse avec en prime une compétition. Du coup, j'ai fait la même chose cette année, une bonne semaine en Écosse avec en prime la compétition et les Dinnie Stones. Et j'espère pouvoir remettre ça l'an prochain, pourquoi pas un peu plus longtemps, mais tout à mes frais. Et pour gagner rien, juste je suis content, c'est mes vacances. Oui, après, en fait, on met la récompense chacun à sa manière. Hein. Ça peut être effectivement l'aspect financier ou une satisfaction à titre personnel aussi, d'avoir réalisé justement, quand on parle justement de ces Dinnie Stones, tu as quand même été un des, du coup, le 236e. À les avoir soulevés. Premier français apparemment, ou peut-être. A priori, premier français, de ce que j'ai pu voir sur le site. J'ai fait une recherche. Pardon. Ouais. Mais j'ai fait une recherche, sur Google, tu peux chercher un mot particulier sur tout un site. Et j'ai essayé de chercher français sur tout le site officiel des Dinnie Stones. J'ai pas trouvé d'autres français. Donc, a priori, je suis le premier français, mais s'il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, je manifeste. Je vous vole absolument pas votre place. C'est juste que je vous connais pas encore. Je fais une parenthèse, donc on sait qu'il y a les sports de poids où forcément il faut avoir un poids particulier par rapport à une compétition. Ouais. Comment est-ce qu'on gère ça ? Alors en strongman, on a des catégories de poids sur certaines compètes. En général, on va avoir open, donc où ça va être poids libre. On va avoir moins de 105, moins de 90, moins de 80. Des fois, c'est différent. J'ai fait une compète en Finlande en septembre où ma catégorie, c'était moins de 100. Moins de 100 ? Moins de 100, ouais. Et donc, il y a forcément... alors, il n'y a pas de... Et puis, clairement, on ne va pas du tout non plus te demander ton poids, même si nous, on le sait déjà. 115. J'ai pas honte. Oui, c'est qu'en général, effectivement, toi, tu es dans cette... Et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu es dans la catégorie des moins de 105. C'est ça, oui. Voilà. Et donc là, effectivement, du coup, le poids, il a été annoncé. Donc là, on va dire que tu es plus en période hors compète. Donc là, je suis... on se laisse un peu plus aller. Ouais, complètement. Du coup, j'ai été pas mal restrictif... jusqu'à ma compétition en Finlande, parce que du coup, je voulais
voulais être en dessous de 100 kg, donc en sachant que je compète habituellement en moins de 105 et que toute l'année, en fait, j'avais pas fait de compète en catégorie de poids. Donc en Écosse, il n'y avait pas de catégorie, donc c'était poids open. Donc quand c'est comme ça, je contrôle un peu moins, j'essaie de manger quand même comme il faut, je compte mes protéines, tout ça, mais bon, les petits excès, c'est pas très grave, parce que de toute façon, il n'y a pas la catégorie de poids. Mais quand il y a la catégorie... Mais après l'Écosse, du coup, j'ai dû commencer à être un peu plus restrictif pour justement descendre jusque 100. Je pense pas le refaire. Tu nous parlais en off apparemment, donc parfois on part à une compétition sans savoir si on va être dans la bonne. Ouais, ça, je pense que c'est un peu pareil pour tous les sports à catégorie de poids, j'imagine. Comme la boxe, par exemple. La pesée juste avant. Oui, la pesée. Donc moi, j'avais pesé la veille des épreuves. Donc c'est en Finlande. Je pouvais pas non plus arriver pile poil. Donc je suis parti, je pesais encore 1 ou 2 kilos de trop. En sachant que normalement ça peut passer 1 ou 2 kilos dans la ça peut passer mais oui, moi j'avais un peu de marge, je savais que j'étais pas encore dans un état, il me restait 1 ou 2 kilos, mais j'étais pas en déshydratation, donc je savais que avec un peu de sauna, donc j'étais en Finlande, donc les saunas il y en a dans tous les coins de rue normalement. Clairement, oui. Donc je me doutais que ça allait être bon, mais des fois on peut avoir une mauvaise surprise. Ouais, moi ça m'est jamais arrivé, parce que j'en suis jamais arrivé au point d'avoir à faire des grosses, ce qu'on appelle des water cuts. J'ai jamais eu besoin de le faire vraiment beaucoup. D'accord. Mais ça arrive qu'il y ait des gens qui ratent leur catégorie. Et puis là ça devient problématique, parce que du coup quand tu rates ta catégorie, en général tu t'es beaucoup déshydraté. Et en général ils t'acceptent dans la catégorie du dessus. Mais ça veut dire que tu vas compéter avec des poids plus lourds, et qu'en plus, si tu l'as raté, c'est que t'as quand même forcé la déshydratation et tout ça, donc tu n'étais pas super en forme, il faut relancer la machine et tout. Je fais une petite transition, justement. Est-ce qu'il y a de la préparation mentale forcément au strongman et au strong-lifting? Est-ce que toi t'en fais, toi? Alors moi oui, j'en ai fait avec Jonathan, que vous connaissez. On connaît bien ici au Sport à la Loupe. Qui participe à notre chronique justement Tour mental à la loupe, effectivement. Voilà, donc je l'ai vu 2-3 fois pour parler de ça, donc, notamment en gestion de la douleur. Parce que c'est un sport où potentiellement il y a des choses qui font un peu mal. Et justement, lui, souvent il différencie souffrance et douleur en fait. Je sais plus. Et en tout cas, apparemment, il t'a aidé sur un geste particulier pour justement gérer la douleur. Ouais, alors en fait, sur ce qu'on appelle le hook grip, pour les épreuves type Dini Stone, on vient placer en fait notre pouce entre la barre ou entre l'anneau et nos autres doigts. Donc pour la caméra, donc j'ai mon pouce, je viens mettre mon pouce sous l'anneau et mes doigts par-dessus, ce qui vient écraser le pouce, ce qui est plutôt désagréable, mais qui permet d'avoir une prise vraiment sûre. En fait, on va avoir un grip très très sûr et qui tient bien fort et longtemps en fait. Oui, parce que, alors, du coup, nous, on avait fait le test avec toi, c'est effectivement, du coup, le pouce, il est sollicité, mais il repose sur les autres doigts. Ouais, en fait, on vient... Donc, du coup, il y a moins on vient moins solliciter les muscles de préhension, mais en contrepartie, parce que forcément, c'est pas un cheat code où c'est juste on annule le grip. C'est trop simple. Donc, voilà, il y a une contrepartie, c'est que c'est désagréable. Donc pour les Dini Stone, ça veut dire que mon pouce il se fait écraser par 188 kilos sur ma main droite. Mais du coup, la préparation mentale avec Jonathan, notamment de l'auto-hypnose, t'a permis de surmonter la douleur. Ouais, c'est ça. La contrôler. De mieux la gérer, quoi. Différemment. C'est ça. Et ça fonctionne. Et ça, a priori, ça a fonctionné, oui. Et tu nous disais justement, essayer, pourquoi pas ce grip, notamment, on sait qu'il y a un moment où ça fait mal, c'est quand on a les sacs de course par exemple. Ah oui, oui. Et voilà, ouais. Et essayez justement peut-être ce soutien pour éviter de se lacérer un peu les doigts. Voilà, comme ça, vous allez vous lacérer le pouce, mais ça marche bien. Donc on met le sac sur le pouce, les doigts par-dessus, et vous allez voir, ça tient vachement mieux. Et on est sûr que vos courses, elles arriveront à bon port. C'est ça. Ça marche aussi pour les soulevés de terre. C'est une technique c'est une prise qu'on utilise beaucoup en haltérophilie. Donc ceux qui ont déjà fait de l'haltérophilie, vous connaissez ça, le hook grip, pour tout ce qui est épaulé jeté et snatch. Et c'est vrai que c'est pas la manière la plus naturelle de prendre quelque chose, hein. Quand on le voit, c'est pas instinctif, hein, quand même, de se mettre
Non. Dans une accroche comme ça, on a un peu l'impression que c'est un peu gênant en fait, mais. Ouais, bah instinctivement, tu fais pas le truc qui va te faire mal en fait. Tu vas te dire bah non, bah, on se protège en général. C'est mieux. Et il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui veulent pas le faire parce que ça fait mal, mais du coup, en fait, sur pas mal de mouvements, ça limite, quoi. Si tu le fais pas, bah, t'as intérêt d'avoir une sacrée poigne. Et généralement, ça tient quand même vachement moins bien qu'avec la technique du hook. Est-ce que parfois on se blesse au strongman, au stolifting? C'est quoi le genre de blessure qu'on peut se faire? La blessure, oui, c'est comme tous les sports. Tu vas avoir des blessures. Après. Je vais différencier la blessure des bobos. Oui, les égratignures, etc. On va pas se. Ça, genre pour toi, c'était quoi tes plus graves blessures que tu as eues, par exemple? Alors moi, je vais toucher du bois. T'es invincible. J'ai pas eu de grosses blessures. J'ai eu des petits problèmes d'épaule. Comme tout le monde, j'imagine. À partir du moment où tu fais un sport, enfin pas les gens qui courent à pied, mais. Du coup, ceux qui courent à pied, ils ont plus des problèmes de genoux, de hanches peut-être. Nous, vu qu'on fait pas mal de choses au-dessus de la tête, les épaules apprennent un peu si on fait pas gaffe ou si on pousse un peu, quoi. Mais j'ai jamais eu de gros trucs. Après, ce qui arrive, je vais pas dire fréquemment, mais une des blessures classiques, ça va être les ruptures de biceps. Rupture, c'est l'extrême. Oui. Wow. Mais pour les musculaires biceps. Une déchirure, quoi. Ouais, l'élongation, c'est de la déchirure, de l'élongation, mais sur tout ce qui va être pierre, retourner de pneus, c'est des mouvements qui peuvent solliciter beaucoup le biceps si on les fait pas forcément bien. Et du coup, avec de la fatigue, ça peut casser, quoi. Ou abîmer, en tout cas. Ça a l'air de faire mal, ça. Hein. Ouais, bah. Et en général, même sûr, quoi. Ça fait jamais plaisir, mais. Même à ton niveau, à toi, quand on soulève par exemple ces Dean Stones 322 kilos, est-ce que après quelques jours, on est un petit peu usé musculairement ou... Musculairement, pas tant. Ouais. Nerveusement, oui. Oui, nerveusement. Ouais. Nerveusement, le lendemain. En plus, moi, les Dean Stones, je les ai fait. J'ai fait ma compète en Écosse. J'ai eu un jour de repos. Ah, t'as enchaîné? Ouais. Et le lendemain, le lendemain, j'ai fait les Dean Stones. Donc t'as un petit coup de mou mental après, quoi. Le lendemain des Dini, j'étais un peu fatigué, ouais. Pourquoi justement c'est le côté mental qui et c'est pas plus de la récup physique? Alors c'est pas mental, c'est nerveux. Donc tout ce qui est force, en fait, ça va être ton système nerveux qui plus que les muscles. Donc, en général, on va dire que quand c'est physique, tu vas avoir des courbatures, des choses comme ça. T'as la fatigue nerveuse où quand tu vas forcer. Donc pas forcément sur un grand volume, tu n'auras pas de courbature, mais le lendemain, tu vas te sentir vraiment fatigué, quoi. Ok. Alors pourquoi, je ne saurais pas te l'expliquer. Il faudrait demander. Pas qui parle de cette fatigue nerveuse en général. C'est peut-être par rapport à la préparation, tu as tellement investi d'énergie dedans que du coup... Non, mais vraiment, ton système nerveux, t'as ça, la fatigue nerveuse quand tu fais des trucs lourds. C'est pareil sur les compètes de powerlifting, on fait que 3 mouvements au final. Enfin, 3 mouvements lourds de la compétition. On fait 3 x 3 de 9 en fait, on fait 3 squats, 3 développés couchés, 3 deadlifts. C'est pas mal. Ouais, mais ce qui est pas excessif par rapport à une séance d'entraînement normale, c'est beaucoup moins de volume que sur tes entraînements normaux. Et le lendemain, voire 2-3 jours après, t'es vraiment lessivé en fait, parce que c'est vraiment, t'as été lourd, t'as été au bout de ce que tu pouvais faire. Et t'as pas de courbature, parce que t'as pas fait beaucoup de volume. Mais nerveusement, en fait, tu sens que tu as fait un truc lourd et c'était vraiment... si on te remet la même barre, c'est impossible que tu y arrives, quoi. Mais la fatigue nerveuse, elle doit être plus dure justement à récupérer. Enfin, c'est quand même pas la même chose que la récupération physique. Ouais. J'ai l'impression que la physique, elle est plus facile, entre guillemets. Ouais, je sais pas. Non. Je pense que c'est les mêmes mécanismes pour récupérer. Hein. Faut dormir et manger. D'accord. Donc, ok. Après, dormir et manger simplement ? Le sommeil, je pense, c'est vraiment un des remèdes. Ouais, c'est vraiment les trucs qui marchent le mieux, quoi. Après, si tu as accès à des ostéokinés, peut-être que tu peux faire ça et que ça va t'aider, mais la base, c'est dormir et manger. D'accord. Fournir à ton corps l'énergie dont il a besoin pour récupérer et le repos pour récupérer.
Non mais c'est bien parce que au moins c'est très basique, hein, donc du coup c'est-à-dire que tout le monde peut. J'ai cherché, hein, il n'y a pas de raccourci. Hein, tout ce que tu peux lire à chaque fois, le principal c'est sommeil et s'alimenter, quoi. Donc, mais bien s'alimenter par contre. Le mieux possible, surtout ne pas lésiner sur les protéines, parce que c'est ça qui permet de. Ça va être ce qui va te permettre de construire tes muscles. Donc, quand tu fais des gros efforts, on détériore pas vraiment les muscles, mais bon, on va vouloir les entretenir au minimum, quoi. Et des glucides et du gras pour l'énergie, quoi. Donc, vraiment, ouais. Ah bah donc c'est bon, on peut aller taper un petit fast-food après, alors. Ouais, peut-être pas compris. C'est peut-être pas le bon gras, malgré tout. Je suis pas sûr que les proportions soient non plus. Mais bon, après, il faut se faire aussi plaisir. Hein. Ça fait partie. Bien sûr. Je pense que quand t'as eu une échéance où t'as été restrictif et tout, le fait de te faire plaisir, t'as aussi un côté de détente qui va aussi te permettre d'être plus calme, d'être plus détendu et de mieux récupérer, quoi. Parce que si direct tu repars en mode un peu stressant, je pense que la récup va être plus longue. Là, tu es plutôt en mode, on va dire, hors compétition actuellement. Ouais. Parce que malgré tout, on continue quand même à s'entraîner tous les jours ou un petit peu moins Alors là, moi, la semaine dernière, j'étais en séminaire pour mon travail, donc j'étais loin de toutes mes salles, de tout mon matos. Oui, on continue, on prépare la suite. Donc on recommence en général un peu doucement. Pour se remettre un peu dans le bain, et après on construit la base. Donc en strongman, on connaît les épreuves de nos compétitions à l'avance. D'accord. Donc suivant les organisateurs, ça peut être 1 mois et demi, 2 mois à l'avance, voire plus, rarement moins. Ce qui nous permet de nous préparer spécifiquement pour les épreuves, pour la compétition. Le but étant qu'on soit fort et qu'on fournisse un beau spectacle pour la compétition. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de date précise, ou en tout cas, elles sont trop loin pour qu'on ait déjà les épreuves. Donc on fait les bases, du squat, du soulevé de terre, un peu de presse, et voilà. Et donc, t'es parti en Bretagne pour avoir ton propre matériel à disposition tous les jours, en fait. Ouais. Oui, c'est une des raisons qui m'ont poussé à partir, c'est que du coup, dans Paris, donc j'étais dans Paris, c'est compliqué d'avoir du matériel de strongman, parce que je m'entraînais dans une salle de CrossFit qui ont été très gentils de me laisser accumuler pas mal de trucs, mais dans Paris, la place est limitée. Tout à fait. Donc ouais, ça fait partie des raisons qui m'ont poussé à partir, donc pour avoir mon propre garage et pouvoir mettre ce que je veux dedans. Parce que les trucs de strongman, ça prend de la place. Ça prend un peu de place, ouais. Et du coup, c'est quoi ton rythme d'entraînement à peu près Est-ce que c'est 1 fois par semaine? Est-ce que c'est ça va être fois par semaine, 1 fois par jour? Ça va être entre 4 et 5 fois par semaine. Donc une fois tout le... À peu près 1 fois par jour. Et on essaie de se laisser un peu le week-end, quoi. Et en fait, en général, je m'entraînais lundi, mardi, vendredi, samedi. Et du coup, est-ce qu'il y a des coachs ou est-ce que tu as un petit peu ton programme personnalisé ou... J'ai fait les deux. Ouais. Donc, je me suis fait mes propres programmes. Et là, maintenant, j'ai un coach. Je préfère avoir un coach. Parce que même si j'ai les compétences pour me faire mon programme, en plus, j'ai un BPGEPS, j'ai coaché et tout, donc je sais faire. Mais quand on se fait ses programmes soi-même, déjà j'ai l'impression qu'on est un peu plus sympa. Alors je sais pas si c'est moi, je sais pas si c'est juste moi, mais je suis plus sympa avec moi ou plus dur, mais du coup je me mets des trucs que j'aime pas et du coup ça finit par m'énerver. Et surtout en fait le fait d'avoir un coach, on a quelqu'un qui attend quelque chose de nous. Donc ça t'oblige dans tous les cas. Ouais, après ça t'oblige. Oui et non, mais oui. Moi personnellement, je sens que je lui dois quelque. Il y a une relation vraiment. Je le paye, donc en vrai je lui dois rien. Mais non, mais il y a quand même le côté, t'as une envie, ouais. Il a fait un programme pour toi. Du coup,
t'as envie de lui montrer que tu l'as fait et tu te sens con en fait quand il dit bah alors ça s'est passé comment, j'ai pas fait. Enfin, j'imagine qu'on se sent con parce que du coup je le fais pas, que quand je le fais moi-même, bah des fois ouais mais ça c'est pas grave, je le ferai demain. Oui voilà, il y a vraiment le ça côté... je le fais pas avec mon coach quoi. Ok. Okay. Et donc pas trop d'échéances, tu as dit à court terme, à long terme c'est quoi du coup? Eh ben retourner en Écosse en août, du coup cette année ce sera en août. Pour la compétition du coup. Ouais. Pour la compétition, donc c'est la même que j'ai faite en juin, mais cette fois-ci ce sera en août. Il y a une autre compétition en Norvège à laquelle j'aimerais bien m'inscrire. Pareil sur des cailloux. Des petits cailloux. C'est ça. Et en septembre peut-être un autre truc en strongman, mais pour l'instant c'est les seules dates que j'ai, mais il n'y a rien de sûr. Et on verra aussi les compétitions de strongman en France, mais pour l'instant il n'y en a pas d'annoncés auxquelles je compte participer. On verra en fonction des annonces. Pas d'échéance à court terme, mais donc pas mal d'autres à long terme, on va dire. Ouais. C'est ça. Mais c'est aussi bien de se laisser un peu de temps. Donc, ouais. Tout à fait. Okay. En tout cas, c'est une discipline qui est assez... qui est plutôt intéressante et assez particulière quand même. Donc merci à toi de nous l'avoir fait découvrir en tout cas, parce que c'est sûr, hein, on voit pas ça à la télé ou autre, hormis effectivement, comme on dit, hein, ce show américain que l'on peut voir dans certaines fois, mais qui passe plus sur des choses insolites. En général, ça pourrait faire partie d'ailleurs de nos sports insolites, très clairement, le stone lifting, parce que c'est très particulier. En tout cas, par contre, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment, en tout cas, c'est un réel sport, il y a une vraie préparation derrière, on n'y va pas comme ça. Faut être préparé, il y a toute une alimentation, il y a une préparation mentale et donc bien évidemment donc, physique, comme on le dit juste avant, qui est faite. Donc ça reste quand même vraiment quelque chose de très, très réel, très sportif. Et très traditionnel, je trouve, en tout cas, notamment dans ces pays anglo-saxons qui, je pense, mettent plus de rituels qu'il pourrait y en avoir chez nous. Je pense aussi que le côté naturel, c'est plaisant pour toi d'être dehors et de soulever des pierres. Oui, c'est sûr que c'est autre chose que d'être enfermé dans une salle. C'est pas la même chose. Ouais. Si on a l'habitude de s'entraîner dans une salle à Paris, ou même partout ailleurs, où on est enfermé avec la clim et tout, mais bon... ça a un charme, on va dire. Mais c'est sûr que si on aime être dehors, qu'on est sur une plage et qu'on soulève des pierres, ça a un autre charme, on va dire. Pareil en Écosse, si on aime la verdure. Ah et tout ce qui est rocheux, hein, d'ailleurs, parce que ça l'est assez là-bas, et c'est vrai que l'air des Highlands est plutôt un très bon air. Oui. C'est un air frais. C'est ça. C'est pas le parisien que l'on peut avoir ici, en tout cas. Et beaucoup de verdure. Et beaucoup de verdure, effectivement. En tout cas, c'est un très bel endroit. Donc, tu as beaucoup de chance aussi de pouvoir aller faire, en tout cas, une compétition là-bas. Donc, merci à toi, en tout cas, de nous avoir présenté cette discipline. En plus, on est content. On a eu le numéro 1 français qui a porté, justement, ces Dean Stone. Donc voilà, alors, peut-être qu'il y en aura un autre qui va se manifester. Mais pour nous, tu resteras le numéro 1. Qui nous contacte. Merci à toi. Merci à vous. Merci beaucoup, Seb. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.